Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec, votre source incontournable d'informations. Rivian débute la production du VUS R2. Chronique par où commencer? Choisir la bonne borne de recharge rapide pour son véhicule. L'automobile à la croisée des chemins, on parle de Ford. Et en grande entrevue avec Fred Allard, on parle du mur de la désinformation dans les médias. L'humain déteste qu'on lui dise que sa conduite, c'est normal. Mais regarde l'histoire. La ceinture de sécurité en 1976, l'interdiction d'alcool au volant, les coussins gonflables, les catalyseurs, puis même les silencieux. T'sais, on pourrait même rajouter le plomb dans l'essence. T'sais, c'était pourtant très utile pour le moteur, mais très cancérigène à respirer. Puis à chaque fois que le gouvernement impose une nouvelle loi, on criait à la dictature. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, c'est le gros bon sens. Mais la loi doit intervenir là où le marché ne protège pas l'intérêt public assez vite. Le véhicule électrique suit exactement le même chemin. Bienvenue à Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux véhicules électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Parlant de l'Association des véhicules électriques du Québec, je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour dernièrement sur leur site web, aveq.ca, mais l'AVEQ a fait une belle refonte de son site web, donc un tout nouveau site, revampé, au goût du jour, et en même temps, l'équipe en place en profite pour faire un beau ménage du contenu épuré, enlever ce qui était plus bon, mettre à niveau, etc. Donc, toute l'information qui était sur l'ancien site n'est pas encore transférée. Disons que les actualités, les nouvelles, les trucs de base, tout est là. Et puis, pour ce qui est des guides thématiques, ça s'en vient tranquillement pas vite. Là, ils sont ajoutés là, au fur et à mesure là, que le ménage est fait. Donc, vous allez les voir apparaître tranquillement. Mais un beau coup de chapeau à l'équipe de l'AVEQ là, pour cette migration-là. C'est vraiment là, bien présenté. Puis pour les actualités, je trouve ça super intéressant. Il y a plein d'informations vraiment bien présentées. Allez jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, on a une émission super bien remplie. Écoutez, on a Sébastien Côté avec sa chronique pour les débutants, les chroniques de Sébastien qui s'appelle « Par où commencer ». On y va avec des thèmes de base, donc à ne pas manquer là, si vous êtes un néophyte ou un nouveau dans le monde de la voiture électrique. Aujourd'hui, on va vous parler de comment choisir la bonne borne de recharge rapide en fonction du véhicule que vous avez, de ne pas tomber dans les pièges. Donc, on écoute ça, ça ne sera pas tellement long. On va avoir également une belle chronique de Marco Dumais. Je vous rappelle, Marco et sa chronique qui s'appelle « L'automobile à la croisée des chemins ». À chaque chronique, il prend un constructeur automobile et essaie de faire l'histoire de ce manufacturier automobile-là au fil du temps et de son entrée parfois timide ou parfois agressive, tout dépendant des manufacturiers, dans le monde de la transition énergétique, pour voir un peu comment et quand ils ont commencé à travailler avec les moteurs hybrides, les moteurs électriques, évidemment, mais également l'hydrogène ou tout autre mode plus récent. Donc, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, on va parler de la compagnie Ford. En grande entrevue aujourd'hui, c'est une entrevue écoute, j'ai fait une entrevue avec notre ami Fred Allard, ancien président de l'AVEQ, personne très engagée et présent sur les médias sociaux. Puis on a décidé de traiter le thème du mur de la désinformation. Là, on est noyé dans des médias qui relatent de l'information qui n'est pas tout à fait juste, des trolls ou des gens sur Internet qui prennent un plaisir à dénigrer ou à véhiculer de l'information fausse sur des véhicules électriques. On a décidé de traiter de ce thème-là. Ça a tellement été long, notre entrevue, qu'on a décidé de la couper en deux puis de la faire en deux parties. Donc aujourd'hui, je vous offre la première partie de cette entrevue qu'on a appelée « Le mur de la désinformation ». Donc très intéressant si vous suivez l'actualité des véhicules électriques et que tout comme moi, vous êtes parfois, à tout de moins, un peu défrisé d'entendre certaines inepties sur les différents médias traditionnels. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Chez Bourgeois Chevrolet, l'électrique, ce n'est pas l'avenir, c'est maintenant. Ici, pas de pression, pas de vente forcée. Juste une équipe qui vous écoute vraiment et qui vous accompagne selon vos besoins. Parce qu'acheter un véhicule électrique, ce doit être simple, clair et agréable.
Bourgeois Chevrolet, c'est le spécialiste en véhicules électriques au Québec, autant pour la vente que pour la mécanique. Des conseillers passionnés, des techniciens certifiés, bref, des pros qui savent de quoi ils parlent. Et quand on parle de service, on parle de vrais services. Une flotte complète de véhicules de courtoisie 100% électriques parce qu'on veut que vous restiez en électrique du début jusqu'à la fin. Mieux encore, profitez de notre service gratuit de voiturier. On va chercher votre véhicule directement chez vous et on vous le ramène une fois l'entretien terminé. Zéro déplacement, zéro stress. Le jour de la livraison, on prend le temps. On vous fait une explication détaillée de votre véhicule électrique. Recharge, application, conduite, fonctionnalité. Vous repartirez maître de votre VE. Et ce n'est pas tout. Bourgeois Chevrolet est le premier récipiendaire au Canada du prestigieux EV Award Hall of Fame de Plug and Drive. Une distinction qui confirme ce que nos clients savent déjà. Ici, l'électrique, c'est notre marque de commerce. Bourgeois Chevrolet 450-834-2585 ou au www.bourgeoischevrolet.com. Les actualités de cette semaine sont une présentation de Mobile Charge, la borne de recharge rapide qui vient à vous quand vous en avez besoin. Pour en savoir plus, visitez le mobilecharge.ca. Le site A Better Route Planner, ou ABRP si vous préférez, offre désormais un outil comparatif de temps de voyage entre véhicules électriques. C'est ce qu'a décidé de faire, évidemment, ABRP avec cet important ajout qui permet d'ajouter jusqu'à 3 véhicules différents et de comparer le temps de trajet entre 2 destinations de notre choix. Dans un article présent sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec, on fait la simulation avec une Chevrolet Bolt, une Equinox EV et un Kia EV3 qui vient tout juste d'être lancé pour le Canada. Et on peut regarder, en mettant les 3 véhicules différents, les différents temps nécessaires pour la recharge, le nombre d'arrêts et le temps total pour un déplacement avec ces différents véhicules. Ça devient donc un outil fort intéressant quand vient le temps de faire un choix de véhicule si pour nous, le temps de déplacement et le temps de recharge est un facteur important. Le marché canadien pourrait bien être à l'aube d'un bouleversement majeur. Selon plusieurs sources médiatiques, le constructeur chinois BYD, l'un des plus importants fabricants de véhicules électriques au monde, préparerait une entrée officielle au Canada dès cette année avec l'ouverture d'une 20aine de concessionnaires. Lors d'une entrevue au micro de Trudeau-Landry, Martin Busutil, qui a mis en lumière un élément clé de cette offensive, la baisse significative des tarifs d'importation. Ceux-ci baissent de 100%. En fait, sont passés de 106 à seulement 6 % et ça va permettre à un volume plus important de véhicules chinois d'être amenés ici. 3 grandes villes sont dans la mire actuellement. Il s'agit de Montréal, Toronto et Vancouver. Ces marchés déjà fortement engagés dans l'électrification des transports représentent des terrains stratégiques pour tester l'appétit des consommateurs canadiens avec cette nouvelle offre de véhicules chinois. Volkswagen devrait enregistrer un impact négatif sur ses résultats du premier trimestre à la suite de sa décision de mettre fin à la production de son VUS électrique ID4 dans son usine de Chattanooga, au Tennessee. Du moins, c'est ce qu'estiment les analystes. Selon ces mêmes analystes, le constructeur automobile allemand va comptabiliser une charge qui correspond à 60 % jusqu'à 75 % de l'investissement initial de 800 millions de dollars engagé pour adapter le site de Chattanooga à la production de ce modèle. Le porte-parole de Volkswagen a confirmé l'exactitude des calculs. Malgré cette dépréciation, Volkswagen afficherait une hausse de son résultat opérationnel sur un an au cours des 3 premiers mois de l'année, une fois la charge exceptionnelle exclue, selon Bernstein. Les analystes soulignent également que le groupe devrait bénéficier, au-delà du premier trimestre, de l'arrêt de commercialisation du modèle jugé non rentable. Volkswagen a annoncé le 9 avril dernier qu'elle mettrait fin dès ce mois-ci à la production de l'ID4 dans son usine du Tennessee, invoquant un contexte difficile pour le marché américain des véhicules électriques. L'offensive des technologies des constructeurs chinois dans le secteur des véhicules électriques franchit une nouvelle étape. En Europe, le géant BYD y introduit une innovation qui pourrait bien redéfinir les standards de recharge, mais attention, à un prix qui est réservé à une clientèle très fortunée. Avec sa nouvelle familiale sportive, la Denza Z9 GT, BYD met en vitrine une technologie de recharge ultra rapide qu'on appelle Flash, capable de passer de 10 à 70 % de recharge en seulement 5 minutes
et jusqu'à 97 % en moins de 10 minutes. Ce modèle vient directement s'attaquer à l'un des principaux freins à l'adoption des véhicules électriques, le temps de recharge. Cette avancée est notamment sur les nouvelles générations de bornes capables de délivrer de la puissance à l'ordre du mégawatt. Il n'y en a pas des tonnes encore en Europe ni ici en Amérique, ainsi que sur une version améliorée de la batterie de type Blade au lithium fer phosphate, signature technologique de BYD. Même et sans conditions extrêmes, donc de moins 30 à aller jusqu'à plus 30 degrés, la Z9 GT conserve des performances impressionnantes, pouvant dépasser le 20 à 97 % en 12 minutes. Attention, avec un prix de départ fixé à 187 000 $ canadiens, la Z9 GT ne joue clairement pas dans la catégorie des véhicules abordables. Elle vient plutôt concurrencer des modèles haut de gamme établis comme la Porsche Taycan Sport Turismo affichée à partir de 174 000 $ canadiens. La métropole ontarienne pourrait devenir un terrain d'essai majeur pour la mobilité autonome. L'entreprise américaine Waymo, filiale du géant Alphabet, explore activement la possibilité d'y déployer des robotaxis sans chauffeur à Toronto. Une initiative ambitieuse, mais loin d'être acquise, tant les défis sont nombreux, qu'ils soient politiques, réglementaires ou technologiques. Selon des informations confirmées par l'entourage de la mairesse Olivia Chow et des représentants de Waymo, ils auraient rencontré la ville afin de présenter leur intention de participer à un projet ou un programme provincial encadrant les essais de véhicules autonomes, mais pour l'instant, aucune demande officielle n'a été déposée auprès de la municipalité. Il faut dire que, contrairement à certaines villes américaines, Toronto ne pilote pas directement ce type d'expérimentation. La responsabilité relève plutôt du gouvernement provincial qui encadre depuis 2016 un projet pilote permettant, sous conditions très strictes, de tester des véhicules automatisés, y compris sans conducteur depuis 2019. ChargePoint vient de dévoiler ce qu'elle croit être le chargeur autonome monolithique le plus puissant au monde, compact, polyvalent et prêt pour l'avenir. Ce chargeur, qu'on appelle l'Express Solo, est un nouveau chargeur en courant continu capable de délivrer jusqu'à 600 kW à un seul véhicule électrique. Pour donner une idée de ce que ça représente, la plupart des bornes rapides actuellement sont bien en deçà de cette puissance, avec des bornes de 180, 360, voire parfois 400 kW. La particularité de cet appareil, c'est qu'il combine cette performance dans un boîtier compact affichant une densité de puissance supérieure d'environ 40 % à celle des concurrents, ce qui le rend installable dans des endroits jusqu'ici inaccessibles comme les stations-service urbaines ou les dépanneurs. Malgré son format d'armoire unique, l'Express Solo peut s'alimenter sur le réseau de distribution et charger simultanément 2 véhicules et peut être couplé à un distributeur supplémentaire pour desservir jusqu'à 4 voitures à la fois. Rivian a officiellement démarré la production de son nouveau VUS électrique R2, un modèle plus compact et abordable que sa gamme R1. Le but est d'élargir sa clientèle et atteindre la rentabilité. Il s'agit d'un moment charnière pour l'entreprise, d'autant plus remarquable que le lancement survient 5 jours seulement après qu'une tornade de catégorie 1 ait partiellement détruit le toit de l'usine de Normal en Illinois, là où se déroule justement la production de la R2. Aucun employé n'a été blessé et aucun retard n'est prévu. La R2 est directement conçue pour concurrencer la Tesla Model Y avec un prix de départ d'environ 58 000 $, prévu descendre autour de 50 000 $ d'ici la fin de 2027. Rivian prévoit livrer 22 000 à 23 000 unités en supposant une demande stable et une montée en cadence sans accroc. Vous conduisez un véhicule électrique ou hybride? Votre atelier Napa AutoPro NextDrive a la solution pour son entretien et ses réparations, tout en gardant votre garantie du manufacturier. Chez NextDrive, nos techniciens sont certifiés et formés aux technologies de demain, utilisant les outils et les logiciels les plus récents, et ce, pour toutes les marques et tous les modèles. Que ce soit pour une inspection annuelle, une réparation spécialisée ou des conseils sur votre véhicule électrique, votre centre de service Napa AutoPro NextDrive vous offre un service personnalisé, fiable et rapide. NextDrive, le réseau national d'ateliers Napa AutoPro indépendant certifié pour les véhicules de nouvelle génération avec une garantie qui s'étend partout au Canada. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et donnez à votre véhicule le service qu'il mérite. Visitez le napanextdrive.ca. Votre véhicule électrique vous dira merci. NextDrive, votre solution pour l'entretien et la réparation des véhicules électriques.
La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Sébastien Côté, bonjour. Bonjour, Martin. Écoute, mon cher ami, on revient avec un sujet, peut-être un angle différent, mais le sujet, on l'a déjà traité maintes et maintes fois, mais je pense que c'est correct régulièrement de revenir avec ça, qui est le sujet des bornes de recharge rapide, le choix des bornes de recharge rapide, parce que là, le beau temps commence à arriver. On va commencer à faire des plus grandes promenades en auto. On va vouloir se promener, visiter du pays. Plusieurs ont acheté leur véhicule électrique l'hiver, sont pas trop sortis. Mais là, on va commencer à faire des sorties et se recharger sur des bornes rapides, peut-être pour les premières fois ou dans les premières fois. Puis une question qui revient souvent, c'est il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs puissances de bornes, des 50, des 100, des 180, des 240, des 350, des 400 même. Lesquels je prends, lesquels je devrais prendre, pas prendre, pour quelles raisons. On a besoin souvent de se faire expliquer un peu, de se faire guider là-dedans. Puis c'est ce que j'aimerais que tu fasses avec nous aujourd'hui, si tu acceptes le défi. Bien sûr. Dans les dernières années, là, on voit justement plus de compagnies privées là, qui ouvrent des réseaux. Il y a aussi le réseau du superchargeur Tesla là, qui est ouvert à plusieurs autres manufacturiers. Donc, ça change un peu la donne là, au niveau de ce qu'on était habitué là, auparavant. Oui, on rappelle au passage, Sébastien, que les superchargeurs Tesla, c'est pas tous les sites de superchargeurs qui sont ouverts aux autres véhicules. Donc, si votre véhicule est compatible avec les superchargeurs Tesla, il est possible qu'il y ait des sites de superchargeurs que ça ne fonctionnera pas. Vous devez vous fier soit à l'application Tesla, là, puis regarder dedans les chargeurs qui sont des chargeurs de nouvelle génération, donc par exemple les V4 ou les V3. Ou alors, si vous utilisez l'application de votre véhicule, normalement, votre véhicule, son application, c'est quel superchargeur vous montrer puis lesquels ne pas vous montrer pour ne pas vous diriger vers un site pour lesquels ça ne fonctionnera pas. Mais si vous y allez intuitivement, vous passez « Ah, tiens, il y a des bornes Tesla, je vais aller me charger là ». Ça se peut là, que ce soit des bornes de première génération avec lesquelles ça ne sera pas compatible. Donc, faites attention. Compatibilité avec superchargeur Tesla n'égale pas « Je peux me charger dans n'importe quel superchargeur Tesla ». Tout à fait. C'est à vérifier. Oui. Donc, pour choisir là, justement où s'arrêter puis qu'est-ce qui serait le mieux? Bien, il faut premièrement connaître son véhicule, mais principalement sa puissance de recharge rapide, là, qui est capable d'accepter. Le maximum qui peut aller. Oui, son maximum. Pas sa puissance tout le temps, mais son maximum. C'est vraiment le véhicule qui dit que la puissance de recharge, on a déjà touché aussi comme sujet. Fait que ensuite, on va pouvoir déterminer quelle puissance de borne on serait mieux de choisir selon le moment aussi ou le type d'arrêt qu'on veut faire. Et mieux ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement, dans le sens où si votre véhicule peut prendre 150 kW, par exemple, la vitesse de recharge maximale de votre véhicule, c'est 150, vous pouvez aller autant sur une borne de 50 que sur une borne de 350. Mais sur une borne de 350, vous ne pourrez pas avoir 350, votre véhicule étant limité à 150, puis sur une borne de 50, bien, vous allez être limité à 50, vous ne pourrez pas aller à 150. Donc, souvent, sur des sites, il y a plusieurs puissances de bornes. C'est de choisir la puissance qui est le plus adaptée à notre véhicule. Donc, qu'est-ce que tu proposes le plus proche du maximum de notre véhicule? Oui, le plus proche de ce maximum-là en été, dans les conditions idéales pour la température de batterie. C'est là qu'on va se rapprocher beaucoup plus de la puissance maximale que le véhicule peut accepter. Donc, si, mettons, comme tu mentionnais, un véhicule qui prend un 150 kW de puissance sur une recharge, d'arrêter une borne de 180 va être juste à propos pour charger à 150 de maximum du véhicule. Maximum, les gens, là, c'est dans les bonnes conditions, puis souvent pas trop longtemps. Hein? C'est ça. Fait que quand le manufacturier vous dit 150, là, c'est parce que dans les meilleures conditions, ça peut atteindre 150. Il ne vous donnera pas un chiffre plus bas certain. Donc, vous n'aurez pas souvent 150, puis quand vous allez être, mettons, ça va peut-être être plus 120, 125, 130, mettons, là, de façon plus courante. Le 150 va être très exceptionnel. Et même là, ça ne durera pas longtemps. On sait que dans une recharge rapide, le maximum que peut prendre le véhicule, tout dépendant des modèles, là, ça varie un peu, mais ça ne dure pas toujours très, très longtemps. Fait que vous allez peut-être être plus en moyenne autour de 100 ou de 90 que de 150. Fait qu'il ne faut pas dire mon véhicule est brisé, ils me disent maximum 150, je suis allé sur une borne de 180.
j'ai atteint 140 pendant 2 minutes, puis après ça a descendu, c'est probablement normal. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la courbe de recharge de votre véhicule, là, le site du circuit électrique le fait. Il y a d'autres sites sur Internet. Là. Tapez courbe de recharge avec le nom de votre véhicule ou en anglais charging curve avec le nom de votre véhicule, le modèle de votre véhicule. Vous allez voir des belles courbes qui vous montrent là, à quoi ça ressemble. Puis vous allez voir que le maximum, là, dans notre exemple, le 150, c'est dans des pas longtemps puis dans des bonnes conditions. Oui, c'est ça. Mais ça va vous permettre aussi justement de choisir en conséquence du type de durée d'arrêt que vous voulez faire. Ouais. Parce qu'on pourrait combiner ça avec un lunch ou quelque chose comme ça, puis de dire, ben moi, le 5-6 minutes de charger à pleine vitesse, puis après ça, diminuer, j'en ai pas nécessairement besoin. C'est là qu'on pourrait dire, je vais aller sur une borne un peu moins puissante parce que, dans le fond, je suis pas si pressé que ça. Ouais, je vais arrêter une demi-heure, 45 minutes manger, exact. Fait que je suis correct de me brancher sur une 50 kW ou une 100 plutôt qu'une 180. Ça va être plus long, mais j'en profite pour manger, fait que ça ne sert à rien que ça aille trop vite. Et je veux dire, c'est pas un secret d'État là, que les bornes plus puissantes coûtent généralement plus cher au kilowattheure. Donc, de prendre une borne de 50 ou de 100 va être meilleur pour votre portefeuille. Puis de toute façon, vous arrêtez, quand on arrête de manger, c'est au moins une demi-heure, là, à moins de manger bien vite, là, ce qui n'est pas très bon pour la santé. Bon, ben donc, on regarde notre maximum de notre véhicule, puis on essaie de choisir une borne dans des bonnes conditions, si on veut que ça aille vite, qui est un peu plus haut que notre maximum. Puis si on n'est pas pressé, on pourrait même faire le choix conscient d'aller moins vite parce que ça nous arrange. Exact. Mais là, en dehors de l'été, là, on va tomber. Il faut connaître un peu plus le comportement de notre véhicule sur la recharge rapide parce que la batterie, une batterie plus froide, va charger moins, avec moins de puissance, moins rapidement. Donc c'est ça, une batterie froide, une batterie pour charger à sa pleine puissance, elle doit être, dans le cas des batteries lithium-ion normales, là, manganèse, cobalt, là, on tourne autour de 25 degrés Celsius généralement. Donc, l'hiver, quand il fait moins 10 dehors, si votre batterie n'a pas été réchauffée, n'a pas été préconditionnée, vous allez avoir beaucoup moins que le maximum. Et cette baisse de vitesse-là est quand même importante, Sébastien. Ce n'est pas juste 5 à 10 % moins vite. Ça peut être 100% moins vite. Là. Tu peux passer je peux charger à 150 dans des bonnes conditions, puis là, ben, j'étais à 40 ou à 50. Là. Oui, c'est sûr qu'on peut toujours comme le diminuer, cet effet-là, avec le préconditionnement de la batterie, là, c'est qu'il soit automatiquement avec la planification de recharge là, dans l'auto, avec le système de navigation embarqué ou de le préconditionner manuellement. Préconditionner, ça veut dire réchauffer ou, dans le cas de l'été où il fait très chaud, refroidir la batterie pour l'amener à sa température optimale de fonctionnement. Exact. Donc, à ce moment-là, si jamais, exemple, là, vous avez peut-être pendant quelques minutes, là, pas loin du 150 l'été pour une courte période, bien, l'hiver, vous allez peut-être avoir le 100 maximum, peut-être 80 dans les meilleures conditions préconditionnées. Ouais. Donc, à ce moment-là, peut-être que votre choix pourrait aller vers une borne de 100 kW de puissance à ce moment-là. Oui, c'est pas rare de voir des gens qui connaissent bien leur voiture, faire effectivement ce choix-là de dire, ben moi, avec mon véhicule, l'été, je vais sur une borne de 100 ou plus, mais l'hiver, je prends une borne de 50 parce qu'anyway, je vais à peine en haut de 50. Ça ne me sert à rien de payer le prix d'une 180 pour avoir un rendement de 50. Exact. À part la puissance, il y a le choix de réseau aussi à considérer là, en fonction de vos déplacements les plus fréquents. Là. Dans le fond, si vous faites Montréal-Floride, ben, c'est peut-être intéressant de privilégier le réseau Tesla parce qu'il est à proximité du réseau routier. Si vous restez au Québec, ben, il y a quand même plusieurs choix. Donc, c'est de déterminer si la recharge rapide, vous le faites très rarement ou seulement juste dans un voyage dans l'année ou vous êtes à tous les jours en train de faire une recharge rapide. Là. Donc, quand on le fait très rarement, bien, avec l'interopérabilité des réseaux, là, tel qu'avec le circuit électrique, bien, ça nous permet d'avoir un seul compte. Puis, malgré des petits montants de frais d'itinérance, bien, ça vaut peut-être la peine de juste tenir à jour un compte, là, de tenir un compte ouvert sans avoir de multiples comptes. Mais si jamais dans votre parcours ou dans votre région ou les trajets les plus communs que vous faites, puis vous chargez souvent dans l'année sur des bornes rapides, bien, peut-être identifier le meilleur réseau dans votre cas. Puis, parfois, de s'abonner à celui-ci. Parfois, quand on paie à
la shot, comme on pourrait dire. À chaque fois, on paie un certain prix, mais si on prend un abonnement mensuel, on pourrait sauver un certain nombre de sous du kilowattheure. Entre autres, Electrify America, Electrify Canada, tu as un prix au kilowattheure, mais si tu es abonné, ça coûte moins cher le kilowattheure. Le réseau Tesla, si tu n'es pas abonné, tu payes un prix, mais si tu es abonné avec une mensualité, ben chacune de tes recharges te coûte moins cher. Si vous l'utilisez 1 ou 2 fois par année, ça ne vaut pas la peine de s'abonner pour 1 ou 2 recharges. Mais si vous l'utilisez 1 fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, ben faut calculer le prix de la mensualité. Mettons que ça coûte 7 $. Au nombre de fois que vous l'utilisez, allez-vous sauver plus que 7 $ à être abonné? Si la réponse est oui, devenez membre. Si la réponse est non, devenez pas membre. Je sais que dans le cas d'Electrify America, les gens qui font des voyages, par exemple, qui vont en Floride puis qui reviennent, tu peux t'abonner pour la durée du voyage. Donc, tu prends un abonnement d'1 mois. Si tu pars 1 mois, le temps de ton voyage, donc tu vas payer moins cher pendant le voyage, mais une fois de retour, tu peux annuler ton abonnement, puis ça finit là. Donc, tu n'es pas obligé de le prendre pour une année. Là. Exact. Un autre point là, au niveau, là, dans les choix, là, il y a le prix de la recharge. Certains réseaux, ils n'ont pas toutes les mêmes fonctions de faire les prix. Oui, c'est pas calculé de la même façon. Oui. Fait qu'il y en a qui vont être plus chers à la base, d'autres un peu moins chers, selon aussi la puissance que vous allez. C'est sûr que si on veut remplir plus vite, on charge à 150 kW, on va payer un certain prix. Donc, on va être modulé là, en fonction de la puissance qu'on prend. Oui, c'est ça. Exact. Puis, dernier point, juste à mentionner rapidement, on a un nouveau standard nord-américain, là, le NACS, là, qui va arriver, là, le standard Tesla. Là, c'est les connecteurs standard Tesla de Tesla qui deviennent le nouveau standard de tous les modèles de véhicules en Amérique du Nord. Donc, si votre véhicule ne l'a pas, votre prochain l'aura probablement. Là. Exact. Donc, c'est important là, dans vos applications mobiles ou quand vous planifiez un voyage, d'aller mettre les bons filtres. Souvent, en sélectionnant un véhicule, son année, ben, c'est déjà tout déterminé, quelle prise que vous devez charger. Parce que vous pourriez être surpris que si jamais vous avez un véhicule avec la prise CHAdeMO pour la prise rapide, dans les nouvelles bornes qui sont installées, ben, ils n'auront pas nécessairement le CHAdeMO dessus. Donc, c'est important de mettre les bons filtres pour arrêter aux bonnes places, de mieux planifier. Oui, tout à fait, parce qu'on pourrait avoir une très grande surprise d'arriver à un endroit, puis on nous a dirigés là, mais n'ayant pas informé l'application que notre voiture a un certain standard, mais il peut nous emmener sur un site qui n'a pas ce standard-là. Dans le cas on parlait du NACS, mais les chargeurs Tesla, évidemment, c'est ça, c'est des connecteurs Tesla. Si votre véhicule n'a pas la prise NACS, vous ne pourrez pas vous charger, à moins que vous ayez acheté ou loué un adaptateur qui vous permet de convertir le NACS à votre standard à vous, en l'occurrence, par exemple, le CCS, parce que les adaptateurs aussi, c'est peut-être un point à ajouter, ceux qui voyagent ou qui vont se déplacer sur des bornes rapides et qui se promènent dans différents endroits où il y a différents standards. Dans certains cas, ça peut être avantageux d'avoir un adaptateur. Dans certains cas, non, parce que, aussi au Québec, là, je pense pas que vous avez nécessairement besoin d'avoir un adaptateur pour le standard Tesla si votre véhicule n'a pas ce standard-là, parce qu'il y a plein de bornes partout. Mais si vous sortez du Québec, il y a des endroits où, à part les bornes Tesla, il n'y a pas grand-chose. Si vous allez souvent ou longtemps dans une de ces régions-là, il pourrait être avantageux pour vous d'avoir l'adaptateur pour être certain que vous puissiez tirer profit du réseau Tesla à ce moment-là. Oui, puis on avait justement une chronique qui avait été faite à ce sujet-là. Est-ce que je dois m'acheter un adaptateur? Donc, oui, on invite nos auditeurs à les... D'ailleurs, sur le site web de l'AVEC, dans les guides en haut, là, vous avez accès à toutes les chroniques. Ça s'appelle les capsules pour débutants. Elles sont toutes là, les capsules. Vous pouvez toutes aller les réécouter. Donc, toutes les belles et bonnes choses que Sébastien nous a racontées sont regroupées là. Donc, vous pouvez aller vous taper un party. Faire comme on dit avec Netflix, ça va faire du binge listening. Donc, de l'écoutage en lot des chroniques de Sébastien. Là, ça va vous faire une belle fin de semaine. Ah, ben oui. Sébastien, les gens qui ont envie de t'entendre avec ta voix mielleuse nous parler d'un sujet en particulier, donc te soumettre des idées ou tout simplement des commentaires, peuvent le faire à quelle adresse courriel? À on recommence à sébastien.côté@silenceonroule.com. Mon cher Sébastien, je te souhaite de belles semaines devant toi, puis on se reparle. La prochaine fois, on va se reparler, d'après moi, là, on va avoir fait notre gazon. Oui, on s'approche de ça. Salut, mon cher ami. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge
incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Fred Allen, bonjour. Bonjour. Écoute, Fred, on a un sujet, je te dirais, pas controversé, mais en fait, je pense que c'est à tout de moins d'actualité. On va dire que c'est un sujet d'actualité. On va parler du mur de la désinformation face aux véhicules électriques. C'est quelque chose qui vient de chercher un peu, ça, hein? Je pense que tu me connais assez pour voir mes publications puis que je réagis assez vite. Puis vu que je suis un gars qui est très côté justice, quand je vois de la désinformation, pour moi, c'est une sorte d'injustice sur la vérité. Alors, ouais, ça vient, on est plusieurs que ça vient nous chercher. Puis je pense, puis on va y revenir au cours de notre exposé, Fred. Ce qui est d'autant plus choquant, c'est que souvent, ce qui est amené comme information, c'est de l'information qui n'est pas appuyée sur des faits, des études, des trucs vérifiables. Alors que nous, souvent, quand on amène des trucs, ben, on amène les études, les faits, les preuves scientifiques. Fait que tu as l'impression que tu es à armes inégales et pourtant, les gens continuent de propager des trucs qui sont pas fondés, pas bien... Surtout que ça fait une quinzaine d'années qu'on roule électrique, nous autres. Fait que c'est comme, on a de l'expérience. C'est pas comme si on venait d'arriver puis ça fait 2-3 ans qu'on en parle. Ouais. Puis souvent, attends de voir quand telle affaire va arriver. Ouais, c'est bien beau, mais attends, mais que ça fasse 2 ans. Mais c'est parce que ça en fait 15, là, puis il n'y a jamais rien arrivé de grave encore. Les preuves, tes sources, bien là, c'est parce que c'est nous autres, la source. Ouais, à un moment donné. Écoute, en 2026, Fred, le véhicule électrique, là, c'est devenu le paratonnerre de toutes les frustrations sociales. On n'est plus... le débat n'est pas de dire l'auto a-tu tant d'autonomie, consomme tant de kilowatts, peu importe. C'est rendu une façon, une loupe à travers laquelle on regarde le monde, puis ça devient comme un peu le bouc émissaire de tous les malheurs. En fait, il y a des gens qui connaissent rien, ni d'Ève, ni d'Adam du sujet, mais qui vont frapper là-dessus parce que c'est rendu une cible facile puis intéressante à frapper quand on s'oppose à un paquet de trucs. Est-ce qu'on a mis trop d'emphase sur l'électrification comme étant un levier pour relancer l'économie du Québec, puis parce qu'il y a certains projets qui n'ont pas levé comme on voulait, c'est devenu le bouc émissaire pour ça? Je pense que ça date depuis plus longtemps que ça. On a l'impression, puis dis-moi ce que tu en penses, Fred, qu'on est vraiment dans un monde où sur les réseaux sociaux, c'est devenu un angle d'attaque pour les trolls de choix. C'est-à-dire qu'il y a des gens que dès qu'il y a un sujet qui va traiter de véhicules électriques, ces trolls-là vont embarquer, vont se mettre à en parler. Pourquoi la désinformation par rapport aux véhicules électriques est si tenace chez les trolls? C'est le cocktail parfait entre les algorithmes et la peur du changement. Premièrement, juste pour clarifier algorithme, c'est que la plupart des gens, quand on fait des publications ou tout ça, ça va se retomber sur leur fil de nouvelles à ces gens-là sans qu'il y ait nécessairement demandé. Donc, eux autres reçoivent ça, lisent cette information-là et c'est là qu'ils se sentent peut-être agressés ou tout ça de voir toutes ces choses-là qui concernent l'électrification des transports. Et aussi tout ce qui est relié à justement l'augmentation du pétrole et toutes ces choses-là. Tout est relié ensemble et quand ils reçoivent ça, ils augmentent à ce moment-là leur frustration. Donc, c'est sûr que ça se comprend. Le troll, comme je dis, le troll, évidemment, c'est pas une question d'être méchant, c'est une question juste de cibler une catégorie d'individus qui, justement, sont frustrés à cette situation-là. Mais cette personne-là en question, elle cherche pas la vérité. Elle cherche des munitions. C'est-à-dire qu'elle va chercher toutes les... dans sa meilleure méthode, les demi-vérités, comme on se plaît à dire. C'est-à-dire qu'elle va se baser justement sur des choses qui sont vraies pour les amplifier et pour nous désinformer. Ouais. Ça, c'est vrai, Fred, ce que tu disais. Puis moi, je le dis souvent, je l'ai dit ici au micro, mais quand je donne des conférences, je le dis également souvent. Le problème avec les véhicules électriques, c'est qu'il y a des mythes, des trucs qui n'ont jamais été vrais. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été vraies un peu, ou partiellement, du moins au début de l'électrification, qui sont plus vraies du tout maintenant, mais qui continuent de servir de levier, genre un auto électrique, ça chauffe pas l'hiver. Bon, oui, dans les premières voitures électriques, il y a eu certains modèles, puis ça n'avait rien à voir avec le fait qu'ils étaient électriques, soit dit en passant, mais il y a certains modèles de voitures électriques qui ont été conçus avec un système de chauffage un peu limite.
Or, c'est devenu, les voitures électriques, ça n'a pas de chauffage d'hiver. Alors que dans mon auto, l'hiver, il fait tellement chaud, je pourrais être en costume de bain. Il n'y a aucun lien, mais ça part tout d'un cas. Oui, il y a eu un reportage en jeu il y a 2 ans et demi, il y a 5 ans, il y a 8 ans, d'une madame qui n'avait pas beaucoup de chauffage dans son auto. Donc, souvent, ça part d'un petit bout de vérité, mais on le transpose aujourd'hui, pire que c'est, comme si ça n'avait pas évolué puis ça n'avait pas changé. Comme exactement, on disait tantôt, nous, ça fait 15 ans qu'on chauffe. On chauffe, oui, mais qu'on conduit électrique. Et puis, justement, il y a 15 ans, je me plais toujours à le dire, on a eu une Nissan Leaf en 2012. Puis la Nissan Leaf, c'est sûr aussi que le système de chauffage, oui, il n'y avait pas de thermopompe, mais d'un autre côté, c'est plus énergivore sur la batterie. Donc, vu que c'était des petites batteries à l'époque, eh bien, c'est sûr qu'une autonomie de 100 km, ça paraît le chauffage. C'est sûr que ça donne un impact beaucoup plus grand de décupler quand il n'y a pas de thermopompe en plus pour aider le chauffage. Et surtout qu'à l'époque, on ne savait pas trop de s'adapter puis de préchauffer la voiture. Alors, c'est sûr que ça a fait un gros impact dans la vision du commun, là, du peuple. C'est pour ça qu'ils ont gardé ça en mémoire. Alors qu'aujourd'hui, les autos électriques, les prix ont presque pas baissé, mais par exemple, les autonomies, on est rendu à du 500-600 km dans certains cas. Mais en général, il n'y a pas d'auto électrique en bas de 250 km, puis là, on parle de la Fiat. Oui. Puis effectivement, le prix n'a pas beaucoup bougé, mais l'autonomie a fait x2, x3 depuis. Donc, il y a des améliorations. Mais quand même, je pense que c'est un point important que tu as amené là, Fred, c'est-à-dire que beaucoup des gens qui font de la désinformation viennent chercher un petit bout de vérité sur lequel ils s'appuient, mais créent un imaginaire tout à fait faux alentour de ce petit bout de vérité-là. Et si tu te mets à attaquer l'imaginaire faux, ils vont se rabattre sur le petit bout de vérité pour te dire « Hey, voilà la preuve que ce que je dis, c'est vrai. » Mais c'est pas parce qu'il y a une madame qui a eu froid dans son auto, puis je dis une madame, ça répète un monsieur, là, en 2010, que ça veut dire que les autos en 2026 n'ont pas de système de chauffage. Puis c'est pas parce que l'autonomie des autos en 2010 était de 100 km que c'est encore 100 km aujourd'hui. Puis c'est pas parce que les autos ne pouvaient pas tirer de charge en 2010 qu'elles ne peuvent pas en tirer aujourd'hui. Puis on pourrait continuer comme ça notre exemple ad nauseam. Exactement. Les gens vont toujours s'accrocher à leur petit bout d'espoir négatif, on va dire ça comme ça, pour toujours, parce qu'il ne faut pas oublier que le troll, il ne veut pas perdre la face. Hein? Fait que c'est sûr qu'il va tout faire pour s'accrocher à ces demi-vérités-là, en s'accrochant sur ça, puis nous le remettre dans la face, si on peut dire, pour pouvoir nous dire, ben non, mais là, gars, ça. Fait qu'on parle, par exemple, le lithium, les minéraux. Puis on s'entend. Déjà, en partant, on sait qu'il n'y a pas de terres rares dans les batteries électriques. Hein? Sinon, c'est vraiment... Malgré qu'on l'entend souvent. Oui, exactement. Puis quand il y en avait, c'était vraiment infime. C'était dans les premières générations. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Le cobalt, il n'y en a presque plus. On dit que l'extraction pollue énormément. Fait que c'est sûr que oui, il y a de la pollution. Mais construire un véhicule électrique ou à essence, ça va créer de la pollution en partant. Les deux, ça en crée. Sauf que, oui, on va admettre que la batterie va en polluer plus. C'est vrai. Fait que ça, ils servent de cette vérité-là pour nous le dire. Mais ils oublient de nous dire qu'une batterie en 2026, c'est recyclable entre 95 et 99 % selon le plan. Puis à l'inverse, le pétrole, une fois brûlé, il est perdu à jamais, puis il empoisonne l'air de nos enfants, de nos aînés, les malades. Ça crée du smog dans les centres-villes, dans les centres urbains. C'est quelque chose qui est vraiment un impact réaliste. Puis, tu sais, je parlais sur une de mes publications dernièrement, puis le gars, il me disait, ouais, mais là, c'est recyclable, le pétrole, puis oui, puis ça retourne dans l'air. C'est recyclable? Oui, c'est recyclable, ça retourne à la Terre. Tout le temps qu'il va y avoir de la vie sur Terre, ça retourne en carbone, ça retourne dans la Terre. Fait que là, à un moment donné, j'ai compris son cycle de la nature, mais ce que j'y ai répondu, j'ai dit, écoute, oui, tu as raison de ton point de vue. Oui, le pétrole est recyclable. Sur combien de millions d'années? Quand il n'en restera plus, on va attendre 1 million d'années. Exact. Fait que ton char va rester dans le cours pendant 1 million d'années, puis on recommence. Ouais, alors que recycler la batterie, ça se fait dans la même semaine. Fait qu'il faut bien comprendre que quand on parle justement d'énergie renouvelable et de matériaux renouvelables, on parle justement dans la durée de vie de nos véhicules pour pouvoir en réutiliser immédiatement et non dans 100 ans ou dans 1000 ans. Un autre exemple, Fred, de petit bout de vérité qui est utilisé pour se retourner vers les voitures électriques, c'est quand on nous parle des incendies de voitures électriques. Est-ce qu'il y a déjà eu des voitures électriques qui ont pris en feu? Oui. Il n'y a à peu près rien qui existe sur la planète qui n'a jamais pris en feu, à part une roche, peut-être. Là. Les trolls nous parlent encore de l'incendie de l'île Bizarre. Ben oui, mais toute proportion gardée, là, je parle pas, on le sait qu'il y a moins de voitures électriques sur les routes que de voitures à essence, mais à toute proportion gardée, donc, mettons, par 100 000 voitures, il y a beaucoup moins d'incendies de voitures électriques que de voitures à essence. Donc, si on veut amener cet argument-là de risque de feu,
Ben, on devrait dire de faire attention aux voitures à essence parce que tu as beaucoup plus de chances ou de risques, je devrais dire, là, d'avoir un feu avec ton véhicule s'il est à essence que s'il est électrique. Il y a 25 incendies pour 100 000 véhicules électriques contre 1530 pour 100 000 voitures à essence. Donc, c'est 60 fois plus de chances. Alors, quand on nous amène... Ouais, il y a eu des feux. Puis encore, la semaine passée, je donnais une conférence, Fred. On est venu me parler des risques d'incendie. Alors que dans les faits, tu as 60 fois moins de chances d'avoir un feu si c'est une voiture électrique qu'une voiture à essence. Mais quand même, parce qu'il y a eu, puis on nous dit, oui, la voiture, elle est le bizarre. Ben oui, tu sais, tu comprends. Donc, on prend un fait. Un cas isolé. Et on en fait une vérité pour essayer de nous brandir la peur après ça. Exactement. C'est comme la foudre. Écoute, j'ai envie de t'amener sur complètement un autre secteur. On parlait de l'argent, des subventions. Et j'oserais dire le patriotisme économique. Donc, on entend souvent que ça coûte une fortune aux contribuables en subvention, l'histoire des voitures électriques. Toi, tu penses quoi de ça? Je réponds tout simplement que c'est de l'amnésie sélective. Oui, effectivement. Hein, on retient bien ce qu'on veut retenir. Ça fait des décennies, comme tout le monde, on sait en général, ceux qui se souviennent du moins, c'est qu'on subventionne l'industrie pétrolière à coups de milliards au Canada depuis très, très longtemps. Puis dans le fond, les subventions, c'est une infime goutte d'eau dans l'investissement pour l'avenir, pour diversifier justement nos sources d'énergie puis passer à l'électrification des transports. C'est sûr que ça prend du recherche et développement, ça prend plein de choses pour justement évoluer, mais il faut justement mettre en perspective que c'est encore une demi-vérité. Oui, il y a des subventions, mais il faut analyser. Puis si on analyse, on voit que c'est une goutte infime, c'est via les crédits carbone et tout ça, fait qu'on en reviendra plus tard, mais c'est ça, c'est vraiment... Puis, en fait, ce qui est particulier, puis je pense que Daniel Breton, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, a publié un message là-dessus où il nous expliquait que le pétrole, il appartient essentiellement à des multinationales étrangères puis aux autres provinces, alors que l'hydroélectricité nous appartient à nous. Donc, d'une part, c'est pas vrai que les voitures électriques sont subventionnées de façon démesurée si on compare au pétrole. Le pétrole est beaucoup plus subventionné, toute proportion gardée. Mais en plus, même si les voitures électriques étaient subventionnées de façon démesurée, on subventionne une économie locale plutôt qu'une économie étrangère. Alors, pourquoi ça devrait être un si grand problème? Exact. Le pétrole, comme tu dis... ça appartient pas à nous, ça appartient aux autres provinces, c'est enrichir les États-Unis ou l'Alberta. Mais, tu sais, chaque fois qu'on fait le plein d'électricité, l'argent reste ici pour justement nos infirmières, nos profs, puis les bonnes jobs d'hydro et tout ça, puis eux autres payent des impôts, puis c'est un cycle économique fermé qui permet justement de pouvoir garder notre expertise ici, garder notre énergie ici, notre argent ici surtout, parce qu'on importe pour comme 13 milliards de dollars de pétrole par année. Cet argent-là, c'est sûr qu'à l'achat du véhicule électrique, il est légèrement plus cher, mais pas beaucoup. Ça, c'est un autre mythe. On pourra en reparler. Oui, c'est de moins en moins vrai, en fait. Comme l'Equinox, il y a comme 5-6 000 $ de différence entre l'Equinox à essence et l'Equinox électrique. Fait que, tu sais, c'est pas un gros montant, alors que déjà en partant, la différence en argent va déjà rentrer en dedans d'1 an ou 2 d'utilisation. Oui, c'est une question d'angle avec laquelle on regarde le problème. Puis quand on veut voir des problèmes, c'est assez facile de se donner des lunettes qui en font apparaître alors que ça n'existe pas. Écoute, parlons de la crise de la confiance. Donc, dans les derniers mois, dernières années, il y a quand même eu des événements, ou je dirais des situations qui ont miné la confiance, et là, je ne fais pas de jeu de mots avec le mot mine, là, qui ont miné la confiance et la perception des gens par rapport au projet en lien avec l'électrification, les batteries aussi. On peut parler de la faillite de Lyon, on peut parler du projet Nordvolt qui n'a jamais décollé. Ces effets, donc ces cas-là, la faillite de Lyon, le projet Nordvolt, c'est des faits. Exact. Maintenant, ça sert beaucoup de levier ou de raison pour les gens pour dire, ben, tu vois que c'est peut-être pas la bonne direction à aller, ça n'a pas marché. Les gens ont l'impression qu'on a gaspillé leur argent, en fait. C'est ça qui arrive. Malheureusement, il faut juste dire qu'effectivement, ils ont raison d'être fâchés, qu'ils ont raison d'être frustrés, parce que même moi, je le suis tout autant, sinon plus, parce que nous, en voulant prôner l'électrification des transports, puis en disant oui à Lyon, oui à Nordvolt, puis qu'on voit ce qui se passe, c'est encore plus frustrant pour nous, parce que là, le troll va se faire un plaisir de venir essayer de nous ramasser. Mais,
sais, c'est compréhensible, mais on parle de fonds publics, là. Mais attention, le populisme, c'est dangereux. C'est ça l'affaire, là. C'est dangereux parce qu'il propose des solutions simplistes à des problèmes complexes, ce qui finit par détruire nos projets de société à long terme pour satisfaire une colère immédiate, dans le fond. Oui, puis en fait, c'est vraiment un piège, là, parce que si on arrête d'investir parce qu'il arrive 2-3 petites ratées ou 2-3 tempêtes, ben on abandonne la partie. Là. Je veux dire, on est en train de créer une industrie qui n'existait pas il y a quelques années à peine. Ça se fera pas. On ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Ça veut dire, tout ne fonctionne pas. Toute nouvelle économie, tout nouveau type de marché a un coût. Puis quand les secteurs se sont développés, il y a eu des entreprises qui ont levé, puis il y en a d'autres qui n'ont pas levé. Il y a des pertes normal. À prévoir. C'est normal. Là, il ne faut pas que, justement, la population tombe dans le piège de tout saboter par réaction émotionnelle en disant « Ah ben là, on a perdu 1 milliard. » Tu dis petit. C'est vrai que c'est gros, 1 milliard, mais pour l'ensemble de la société, c'est pas si gros que ça si on calcule en proportion du budget global du gouvernement. Mais on veut pas. Mais personne on veut pas veut perdre ces montants-là. Exactement. Moi, je comprends les gens d'être inquiets. Il faut aussi se dire que je pense que si on parle de Nordvolt particulièrement, il y a une perception des gens qui est fausse, c'est-à-dire que on a l'impression que 100% de ce qui a été fait puis de ce qui a été perdu, c'est de l'argent qui appartient au gouvernement du Québec, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que la façon dont ce programme-là avait été fait, il y avait beaucoup de responsabilités qui étaient dans les mains de Nordvolt. Il y avait beaucoup d'argent qui leur était livré seulement à l'atteinte de certains objectifs qui n'ont pas été atteints, donc l'argent ne leur a pas été versé. Oui, on a perdu de l'argent, mais peut-être pas autant que les gens ont l'impression qu'on en a perdu. C'est le fun que tu apportes ce point-là, parce que si on revient à l'histoire des trolls, dans le fond, quand il y a eu l'investissement de Nordvolt au début, avant les déboires, les trolls arrivaient et nous disaient « C'est ça, on vient d'investir 7 milliards, puis gna gna gna, puis gna gna gna. » C'est ça l'affaire, c'est qu'encore là, c'est une demi-vérité. Oui, il y a eu ça, mais dans le fond, c'est pas tout cet argent-là, comme tu l'expliques si bien, c'est que il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas tomber dans le populisme, il faut comprendre et analyser la situation. Nordvolt recevait l'argent sous condition d'arriver à telle étape. Là, il y a un montant d'alloué. À telle étape, ils se sont pas rendus, donc ils n'ont pas eu 7 milliards. Fait que oui, il y a eu un terrain de vendu à un très bon prix, il y a eu de l'argent qui a été circulé, mais c'est pas c'est seulement un pourcentage, et c'est ça qui est le coût de notre risque qui nous a coûté de l'argent. Puis je pense que tu as raison quand tu dis ultimement, il faut apprendre de ça par contre, il faut peut-être mieux encadrer, il faut peut-être mieux baliser. Je pense que il y a quelque chose à faire. Puis la question se pose, est-ce qu'on devrait mieux faire les choses? La réponse, c'est probablement oui, mais il ne faut pas mettre les freins, les deux pieds sur les freins, puis tout arrêter parce que certains projets... Parce que là, on focus sur... on a parlé de beaucoup de Nordvolt, puis on a nommé Lyon, mais on pourrait nommer beaucoup plus de projets qui, eux, ont fonctionné. Et ça, on n'en parle pas pendant ce temps-là. On parle de ceux qui n'ont pas fonctionné, mais on ne parle pas de ceux qui fonctionnent. Il y en a des usines de batteries qui fonctionnent. Il y en a des entreprises en lien avec l'électrification des transports qui roulent, qui fonctionnent et qui génèrent des emplois et des revenus et qui sont en train de faire fleurir l'économie du Québec. Et pendant qu'on focus sur le ou les quelques projets qui n'ont pas levé, on ne regarde pas tous ceux qui ont levé pendant ce temps-là. Puis je pense qu'il est là un peu le danger. Le Québec a besoin de ces entreprises-là pour garder une longueur d'avance dans le futur, sinon on va se faire damer le pion. Si on ne protège pas nos billes, là, dans le fond, on va se faire racheter par des intérêts étrangers qui vont profiter de tout l'argent qu'on a mis que le monde trouve décevant. Mais notre recherche-développement, on finit par devenir des locataires chez nous. On va être plus tard obligé d'acheter la technologie de l'extérieur du Québec qu'on a nous-mêmes inventée ou développée. Oui, par exemple, lithium. Et ça, on se le fait reprocher. On se le fait reprocher quand les Québécois ont une bonne idée, puis qu'on la met pas de l'avant, puis qu'on la vend, puis que c'est d'autres qui l'utilisent, puis qui la popularisent. On dit, garde, ça, on est niaiseux. Exactement. On avait de quoi de bon, on l'a pas. Mais là... L'exemple que j'allais te donner pour Lithium, c'est ça, justement. Lithium, si ça... Je connais pas le dossier exact, mais si ça coûte juste 11 millions pour le remettre sur place... Bien, ça peut être une compagnie forte qu'on peut se baser pour en développer d'autres, puis exporter notre expertise, puis d'en faire ailleurs. Est-ce que ça valait la peine de la laisser aller? Est-ce que ça valait la peine d'investir? Je ne sais pas, mais la question se pose encore. Oui, tout à fait, parce que des entreprises... Ça, c'est des recyclages de batteries. Oui, parce que le recyclage des batteries, il va se faire. Puis s'il ne se fait pas ici, il va se faire ailleurs. Puis s'il se fait ailleurs, l'argent va se faire ailleurs plutôt qu'ici. Exactement. Et ça va coûter probablement pas mal plus cher que ce que ça aurait coûté pour s'assurer de maintenir Lithium à flot d'ici là. Fred, en terminant, parce que le temps... Écoute, je t'annonce tout de suite qu'on va faire une partie 2. Là. Tu vas nous revenir dans quelques semaines, mais on va continuer parce qu'on a trop de choses à dire là-dessus.
On a parlé d'entrée de jeu, puis quand on a fait des épisodes, en 2022, j'ai fait un épisode où on parlait des gens qui résistaient, puis des trolls, puis ceux qui s'objectent, là, puis on disait, il y a une résistance au changement. Puis je me souviens qu'on avait dit, il y avait François Villot, Daniel Breton était là, puis Yannick Asselin aussi était là. Puis on parlait, on se disait, les gens ont l'impression qu'on est on n'était pas en train de leur dire, voici, il y a de quoi de nouveau, vous devriez l'essayer. Les gens, ils ont l'impression qu'on leur dit ce que vous utilisez depuis toujours, c'est plus bon, arrêtez de faire ça. Et les gens ont peur qu'on leur empêche d'acheter ce qu'ils veulent. L'objectif 2030-2035. Exactement. Alors que l'objectif, c'est plutôt de dire il y a une nouvelle technologie qui est là, on vous incite à migrer graduellement là-dessus. On ne viendra pas vous enlever votre pick-up dans votre driveway. Là. Si vous avez un pick-up, vous allez avoir encore le droit de l'utiliser. Là. C'est pas ça qui est le point. Mais les gens ont l'impression que le gouvernement est en train de leur dire je te tape ses doigts, tu n'as plus le droit de faire ça. Et les gens ne veulent pas se faire dire quoi faire. Les gens ne veulent pas nécessairement changer quand ça vient de quelqu'un d'autre. Il y a une résistance au changement qui est quand même assez importante. Puis quand on met des lois qui forcent les gens à changer, les gens n'aiment pas ça. Hein? L'humain déteste qu'on lui dise sa conduite, c'est normal. Mais regarde l'histoire. La ceinture de sécurité en 1976, l'interdiction d'alcool au volant, les coussins gonflables, les catalyseurs, puis même les silencieux. T'sais, on pourrait même rajouter le plomb dans l'essence. T'sais, c'était pourtant très utile pour le moteur, mais très cancérigène à respirer. Puis à chaque fois que le gouvernement impose une nouvelle loi, on criait à la dictature. T'sais. Fait qu'aujourd'hui, c'est le gros bon sens. Mais la loi doit intervenir là où le marché ne protège pas l'intérêt public assez vite. Le véhicule électrique suit exactement le même chemin. Puis, mais Fred, est-ce que, je te pose la question, est-ce que c'est la bonne approche que d'imposer par la loi ou on devrait mettre plus d'efforts pour inciter les gens à faire le choix eux-mêmes? Avec du recul, si je regarde, tout a été fait et copié, dans le fond, sous le gouvernement de la Californie, par rapport à les objectifs. Je crois que, justement, plutôt que d'imposer avec 100% de vente, de toute façon, peut-être qu'on peut y aller, mais ne pas perdre l'objectif, mais peut-être diminuer le ratio et dire, en 2030, il faut que ça soit 50% des ventes, en 2035. Tu sais, tout est matière à discussion. Là. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Oui. Puis je pense que l'axe de dire on oblige les manufacturiers, on les oblige, eux, à rendre disponibles les véhicules. C'est bien différent de dire on oblige le consommateur à acheter. Voilà. C'est peut-être la meilleure approche qu'on aurait dû avoir dès le début, au fond. Parce qu'on parle, notre sujet, c'est le mur de la désinformation, Fred. Pourquoi les gens viennent désinformer? Les jeunes viennent désinformer parce qu'ils sont en réaction. C'est ça, puis ils sont sur leur garde. Puis une de ces réactions-là, c'est face au fait qu'ils ont l'impression qu'on va les obliger à faire quelque chose que, pour le moment, pour plein de bonnes et probablement de pas bonnes raisons, ils ont l'impression que c'est pas pour eux autres. Puis ils n'aiment pas ça se faire forcer, puis ils n'aiment pas ça se faire rentrer ça de force dans la gorge. Fait que leur façon de réagir, c'est de propager plein de fausses informations. C'est de... Et des fois, sans nécessairement le vouloir. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas eu la source et la correction ou l'information. Fait que c'est pour ça que je suggère toujours aux gens d'aller s'informer. Il y a le fameux livre de Daniel Breton sur les 50 mythes des demi-vérités. Allez le lire, c'est facile à lire. Il y a le site de la LAVEC aussi qui a beaucoup d'informations qui peut justement vous aider à faire les calculs et tout ça. C'est les sources d'informations qui ont beaucoup de... Tu sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais vous avez parti pris. » Oui, mais il n'y a rien qui vous empêche aussi d'aller faire vos recherches. Ben, tu sais, on peut avoir un parti pris. Là, moi, je peux dire j'aime mieux la conduite. Tu sais, à un moment donné, il y a une question de goût là-dedans, j'en conviens. Mais les faits, c'est pas une question de parti pris. Quand on dit pour 100 000 véhicules, il y a tel nombre qui prend en feu électrique, contrairement à tel nombre en essence, c'est pas une question de parti pris. Non, le parti pris, je fais allusion aux sources. Oui, tout à fait. Quand on parle de troll, on parle de sources. Si on leur amène des bonnes sources, normalement, le troll va finir par comprendre. Puis il y a le troll extrême, lui, que peu importe la source que tu vas parler, pour lui, c'est du complot, de la théorie du complot. Fait qu'un site du gouvernement, c'est pas une source. T'sais. Ouais, ben c'est ça. Là qu'il faut les amener avec nos expériences personnelles. Et là, on peut les convaincre en disant, écoute, moi, j'ai eu cette auto-là, j'ai fait tant de kilomètres, j'ai fait tant de choses, j'ai tant de pertes d'autonomie sur ma batterie après tant d'années. Là, lui, il peut plus te contester parce que tu racontes ton propre vécu. Fred, j'ai trop de questions à te poser. On convient qu'on se reparle dans une couple de semaines. Parfait. On fait une prise 2 à ça. Donc, le mur de la désinformation, là, on fait une prise 2 dans quelques semaines. Tu reviens, puis on parle de la suite. Partagez cet épisode partout. Il faut régler ce mur-là puis le démolir. Merci, Fred. Salut. Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé pour votre protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées.
Notre pellicule pare-pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Nous vous offrons maintenant une nouveauté rare sur le marché, une protection pour votre pare-brise. Fini les éclats causés par les roches ou les débris de la route, cette pellicule bloque 99% des rayons UV sans altérer votre visibilité. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitre teintée est présent pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval ou contactez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez nous voir sur notre page Facebook à Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. La chronique L'Automobile à la croisée des chemins est une présentation d'Hydro-Solutions, vos experts en bornes de recharge. Pour le service à la clientèle, composez le 514-353-0077 ou visitez le hydrosolutions.com. L'industrie automobile est en pleine révolution. Les fabricants automobiles sauront-ils s'ajuster? Voici la chronique L'Automobile à la croisée des chemins avec Marco Dumais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la marque automobile à la croisée des chemins, le constructeur américain Ford, créé en 1903. On sait que cette marque-là a une longue histoire. Il l'a marqué de différentes façons à de multiples occasions. Ce qu'on sait moins, c'est qu'au début du 20e siècle, Henry Ford a travaillé à développer une voiture électrique avec son bon ami Thomas Edison, qui lui avait créé une batterie nickel-fer, quand même supérieure au plomb acide du temps. Les deux amis ont développé des prototypes de Model T, mais aussi des petites voitures plus légères, vraiment dédiées à recevoir cette motorisation électrique-là. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Leur but étant de démocratiser la voiture électrique, ça a plutôt fini qu'Henry Ford, avec son Model T, ironiquement, a démocratisé la voiture thermique, qui a quand même contribué un petit peu à la disparition de la voiture électrique d'un certain sens, donc un peu cocasse. Mais bref, c'était pas ça son but non plus. La preuve, sa femme Clara Ford, utilisait une Détroit électrique et refusait de conduire une Model T. Elle préférait vraiment les voitures électriques. On fait un bond dans les années 60, quand que Ford retouche à l'électrique. Dans ces années-là, ils ont travaillé sur la batterie sodium-sulfure. Oui, déjà à cette époque. Il y a eu plusieurs prototypes à la fin des années 60, début 70, entre autres les Escort et Focus électriques, la Ford Commuter, le premier concept EV de Ford. Typique de cette époque-là, une drôle de petite bébite citadine, petite voiture à l'allure bizarre qui avait des performances vraiment pas super. Suite à ça, dans les années 90, avec les normes environnementales instaurées par le CARB, Ford a dû travailler sur des voitures électriques un peu plus sérieusement. Ils ont commencé en 91 avec le concept Connecta, puis ils ont lancé le programme EcoStar qui était en fait une van Escort européenne, Ford Escort européenne, qui utilisait leur fameuse batterie sodium-sulfure qui avait déjà travaillé dans le passé. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont plutôt pivoté là, dans le milieu des années 90 vers la batterie nickel hydreux métallique, qui était vraiment la meilleure batterie à cette époque-là. La meilleure solution là, pour maximiser les performances pour tous les constructeurs, en fait, là, dans cette époque-là. Ford a offert en location le Ranger EV qui utilisait cette batterie-là. Contrairement aux autres constructeurs, oui, à la fin du programme, Ford les a presque tous détruits, mais a finalement cédé là, aux protestations, puis en ont laissé quelques-uns aux locataires. Bon, à noter aussi, début 2000, il achète la compagnie Tink, une marque norvégienne de petites citadines électriques qui a duré quelques années avant que Ford s'en départisse, mais on a tenté de s'aider avec ça aussi. Puis, ils ont tenté, point de vue hydrogène, avec quelques voitures laboratoires, si on veut, avec la P2000, qui a mené à l'Explorer et à la Ford Focus FCV à hydrogène. Faut mentionner, ils ont été les premiers aussi à lancer un VUS hybride avec l'Escape en 2004. On passe donc à 2010. Là, on a vu la révolution électrique vraiment apparaître. Ford, il n'a pas vraiment contribué en tant que tel, dans le sens qu'ils n'ont pas été un élément clé de la révolution.
Ils ont commercialisé, oui, le Transit Connect de 2010 à 2012, ensuite la Focus électrique de 2011 à 2018, qui était plus un véhicule de conformité pour justement répondre aux réglementations. Parce que si on regarde le nombre d'exemplaires produits, ça n'a pas été une voiture impactante là, pour la révolution, comme l'ont été, exemple, les Tesla ou Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf, Chevrolet Volt, etc. Ford a aussi offert quelques hybrides dans ces années-là, la Fusion, la C-Max, puis des hybrides rechargeables qui portaient le nom de Energy, justement, avec la Fusion et la C-Max. Donc là, on a vu vraiment Ford aller sur tous les plans avec différentes motorisations, mais ils se sont vraiment lancés dans la transition énergétique en 2019 avec le Mach-E, le Mustang Mach-E qui a fait beaucoup jaser, et quelques temps après, le Ford Lightning F-150. Là, à partir de 2020, Ford multiplie les modèles électriques, mais aussi hybrides rechargeables avec l'Escape, l'Explorer. Ce qui est vraiment marquant en 2022, Ford scinde sa compagnie en 3 entités. On avait Ford Model E, qui est vraiment concentré sur les modèles électriques, Ford Model Blue pour les autres énergies, et Ford Pro pour les modèles commerciaux. Donc ça, c'est vraiment une stratégie mise en place pour la transition énergétique. Comment se positionne Ford sur le marché aujourd'hui? Eh bien, un point de vue hybride, là, on a des beaux modèles avec le Maverick et l'Escape. L'Escape, aussi offert en hybride rechargeable, va malheureusement être retiré du marché. Point de vue électrique, en Amérique du Nord, on le sait, Ford vient d'abandonner le F-150 Lightning et tous les investissements dédiés à celui-ci pour la future génération. Plutôt qu'à être 100% électrique, on va y aller avec la technologie électrique, mais à autonomie prolongée. Le fameux e-REV, c'est-à-dire un moteur essence qui agit comme génératrice pour recharger la batterie. Mais, contrairement à ce que certains affirment, Ford n'abandonne pas l'électrique. Ils continuent à miser sur leur grande annonce qu'ils ont fait en août 2025, la fameuse annonce Model T. Ford insinue être en mesure de démocratiser la voiture électrique. Puis c'est drôle justement de faire le parallèle avec qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure du début du 20e siècle. Henry Ford et Thomas Edison qui tentaient de le faire. Bien là, Ford a démocratisé la voiture à essence avec le Model T. Puis ils veulent le faire aujourd'hui avec leur Universal EV Platform pour des voitures plus compactes et plus petites. Pour l'Amérique du Nord, on a encore la Mustang Mach-E avec un avenir plus ou moins certain, on peut dire. La fourgonnette e-Transit. En Europe, on a des Ford basés sur la plateforme MAB de Volkswagen, c'est-à-dire le Capri et l'Explorer EV, qui est complètement différent du Explorer nord-américain. Il y a aussi le Puma électrique, et puis plusieurs hybrides rechargeables comme le Kuga. En Asie, on a le Ford Territory, qui est électrique. On a aussi le Transit électrique et le Mach-E là-bas. Des modèles exclusifs comme la Mondeo hybride, le Edge hybride et le Ranger tout nouveau PHEV. À part ça, là, Ford poursuit leurs travaux quand même un peu sur l'hydrogène avec des prototypes de Transit et de Super Duty. On a même un moteur à combustion à hydrogène qui est dans les laboratoires. À quoi s'attendre pour Ford dans le futur? Ben là, bien sûr, on a glissé un mot, il y a la fameuse Universal EV Platform, qui semble être révolutionnaire selon Ford. Ils veulent offrir plusieurs modèles de différents segments sur cette plateforme-là. Ils ont justement dernièrement annoncé qu'ils vont venir concurrencer entre autres les Tesla Model 3 et Y. Ford a un partenariat avec Renault aussi, qui pourrait bien servir l'Europe, mais on ne sait jamais aussi peut-être l'Amérique. On a le F-150 e-REV qui s'en vient, comme on le sait. Le PDG de Ford, Jim Farley, qui conduisait lui-même une voiture chinoise électrique, affirme que les marques chinoises ont une avance quand même dangereuse sur les constructeurs américains et européens. Jim Farley est vraiment conscient de l'avenir électrique, là, puis de l'avance des Chinois, justement. Des rumeurs de collaboration et affiliation avec des marques chinoises sont dans l'air. Contrairement à Honda, qu'on avait dressé le portrait dans la chronique précédente, qui était un conservateur jusqu'à maintenant, un constructeur, c'est-à-dire très conservateur jusqu'à maintenant, Ford est plutôt stratégique et pragmatique, en misant actuellement sur le multi-énergie pour sa transition, en adaptant sa planification au fil du temps. Donc, l'invitation que je vous lance aujourd'hui, croyez-vous que le fameux moment Model T de Ford avec le dévoilement de leur plateforme Universal EV et aussi leur soi-disant révolutionnaire chaîne de montage
Est-ce que vous croyez vraiment que Ford va impacter le marché jusqu'au point de peut-être démocratiser la voiture électrique, comme ils l'ont fait avec le Model T il y a plus de 100 ans? Et vont-ils s'associer, croyez-vous, qu'ils vont s'associer avec un constructeur chinois, comme risquent de le faire plusieurs constructeurs américains et européens? Donc, c'est l'invitation. Je vous souhaite bonne réflexion. Merci et à la prochaine! Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Pour le moment, un seul événement à venir et c'est le 16 mai 2026 de 9h à 14h. Alors, c'est le moment de faire des essais de véhicules électriques au grand rendez-vous environnemental de Prévost. C'est à l'école du Champ-Fleury, au 1135 rue du Clos Tourmalin à Prévost. Donc, nous allons avoir des événements avec de l'information, des bénévoles de l'AVEC et des essais routiers de 9h à 14h. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos collaborateurs et amis, c'est-à-dire Sébastien Côté, Marco Dumais ainsi que Fred Allard. À la recherche, Martin Archambault, chroniqueur Stéphane Daou, Marco Dumais, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production, le Studio Basse. Un grand merci à l'AVEC, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Roger Bénard Rénovation, Le Balado Passé et Décomposé, Mobile Charge, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez les piqûres et direz vous aussi, silence, on roule.